Le voyage présidentiel d'Emmanuel Macron en Chine, c'est l'occasion de revenir sur l'empire du milieu colosse au pied d'argile, selon Sébastien. Et bonjour Sébastien. Bonjour David. Tous mes voeux. Meilleurs voeux également. Chercheur à l'Institut Thomas More, cette croissance chinoise qui est toujours dans les 6,5%, beaucoup d'experts d'oiseaux de mauvais augure avaient annoncé ce hard landing, cet atterrissage en catastrophe de la croissance chinoise. Pour l'instant, on n'a rien vu. Non, pour l'instant, on n'a rien vu. C'est bien piloté quand même. Ouais, c'est bien piloté. On a critiqué, mais c'est bien en piloté. effet, il y a eu des cassandres depuis déjà plusieurs années. Alors, il y a aussi des fonds spéculatifs, on parlait des fonds spéculatifs avec Patrick Artus, qui depuis des années essaient de prendre des positions macroéconomiques contre la croissance chinoise, et bien évidemment, ils s'y cassent les dents. Alors, cette économie, elle a deux caractéristiques. C'est d'abord une économie qui est fondée sur la dette, sur le crédit, comme nous, mais on va y revenir à une magnitude qui est sans équivalent avec la situation de l'Europe ou des États-Unis. Et le deuxième point, c'est une économie, comme disaient les Américains, command and control, c'est-à-dire une économie qui est parfaitement pilotée, où les autorités centrales ont tous les leviers de la politique macroéconomique, alors qu'en Europe, ils en ont perdu, ils ont en particulier perdu l'arme monétaire. Ils ont conscience, les dirigeants chinois, justement, de ces déséquilibres, du problème du crédit, des surcapacités, des bulles éventuellement immobilières, des entreprises zombies. Ils ont conscience qu'il faut traiter ce problème-là. Oui, ils en ont parfaitement conscience, à mon avis, plus que les dirigeants européens, et en particulier du problème du crédit ou de la dette. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Si vous regardez la dette totale dans le monde depuis la crise, elle a continué à augmenter. Ouais. À peu près de 30% en 10 ans, on est passé de 140 000 milliards de dollars à 200 000 milliards de dollars. Les Chinois, qui étaient finalement assez peu endettés avant la crise, entre 2007 et 2017, ils sont passés de 6 000 milliards de dollars dette totale, encore une fois, privée et publique, à 24 000 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'ils ont multiplié par 4 leur dette totale. Rien qu'en 2017, la croissance totale du crédit en Chine a été supérieure à la croissance combinée du crédit aux États-Unis et en Europe. Un autre chiffre que je vous livre, la masse monétaire, et là c'est lié bien évidemment à la politique monétaire centrale, une augmentation de 14% par an, ce qui normalement sur les modèles de la par Banque exemple centrale chinoise. Exactement, de l'école de Chicago et l'approche friedmanienne est en théorie impossible à soutenir pendant 10 ans. Si le gouvernement chinois a conscience qu'il faut traiter ces déséquilibres, est-ce que c'est un problème qui est, on va dire, uniquement chinois ou on se dit que ça peut aussi avoir des conséquences sur le reste du monde? Et là, ça nous intéresse. Alors la Chine, à l'heure actuelle, c'est 12 000 milliards de dollars de PIB, c'est 15% de l'économie mondiale. Et donc, ça, c'est l'effet papillon, l'effet Lorentz. Cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas en 2007, si la Chine tousse, l'impact est à peu près équivalent à celui de problèmes, par exemple, que l'économie américaine pourrait rencontrer. C'est-à-dire que la contagion au commerce international, elle serait similaire à ce qu'on a connu en 2007. Rappelez-vous, 2006-2007, l'origine de la crise, c'est quand même les États-Unis, les subprimes. Si vous avez un événement systémique demain en Chine, l'impact sera similaire à celui que l'économie américaine a pu produire sur l'économie européenne et française il y a 10 ans. Quels sont les défis les plus urgents à traiter? On parlait encore une fois du problème du crédit, de la croissance, encore une fois, de la croissance monétaire. Qu'est-ce qui est fait concrètement là-bas pour lutter contre cette expansion déraisonnable? D'abord, les autorités chinoises ont rencontré quelques succès, je dirais, sur deux fronts. D'abord dans la lutte contre la corruption, bien évidemment, mais aussi dans la lutte contre l'exode des capitaux. De manière assez incroyable, non seulement les grandes fortunes chinoises, mais aussi les institutions chinoises, elles utilisent énormément de dettes en Chine, mais elles ont tendance à siphonner leurs fonds propres vers d'autres pays, notamment dans l'immobilier américain et l'immobilier new-yorkais. Vous avez par exemple des visas investisseurs aux États-Unis qui sont accordés aux investisseurs immobiliers. Et à 90%, ils partent en fait vers des institutions chinoises, soit des privés, soit des institutions comme Angbang ou HNA. Et les autorités chinoises sont en train en fait, de se livrer à une sorte de répression et d'essayer de rapatrier ces capitaux. Un autre aspect qui a un peu moins fonctionné, on va expliquer pourquoi, c'est ce qu'on appelle le contrôle prudentiel, le contrôle du crédit. Les Chinois sont très performants pour contrôler leurs banques, mais là on revient à un des points qui avait été mis en exergue par Patrick Artus. C'est en Chine que le poids de ce qu'on appelle la finance non bancaire ou le shadow banking est le plus développé. Alors le shadow banking en Europe ou aux États-Unis, ce sont plutôt des fonds d'investissement. En Chine, vous avez un certain nombre de produits qui sont offerts à des investisseurs retail, comme ceux qu'on trouve sur Boursorama, des particuliers, et qui sont vendus en fait par les réseaux de banques privées et qui sont des titres de dette d'entreprise. C'est ce qui permet aux petites entreprises chinoises de s'endetter considérablement. Ouais. Et ça, c'est extrêmement dur pour les autorités centrales d'arriver à se faire une opinion sur ce sujet-là et surtout de contrôler ces encours de crédit. Justement, donc à vous écouter, tout ça reste hors de contrôle ou pas en matière de croissance du crédit, de bulles, de dettes? En matière de bulles et de dettes, oui, mais encore une fois, rappelons-nous, c'est une économie très particulière parce que ce gouvernement chinois, il peut utiliser l'arme budgétaire, il peut utiliser l'arme du change, l'arme monétaire, il a tous les leviers de politique économique qu'on nous enseignait encore dans les années 90, ce qui n'est pas le cas des autorités françaises ni même américaines, puisque vous n'avez pas d'indépendance de la Banque centrale en Chine.
Le président Xi en est parfaitement conscient. Il a une date fatidique pour lui, une année très importante, c'est 2021. En 2021, dans ce pays où tout est politique, en réalité, vous avez le 100e anniversaire du Parti communiste chinois et la possible réélection de Xi. Donc il a besoin, ce président, d'avoir une économie, je dirais, parfaite début 2021. Donc il va vouloir stimuler… Ça veut dire quoi parfaite? Une forte croissance, des emplois créés, pouvoir dire qu'il a plus ou moins jugulé les bulles, etc. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il redonne un coup d'accélérateur juste avant, en 2020. Mais pour faire ça, et comme il essaye d'organiser ce soft landing… S'il redonne un coup d'accélérateur, ça va augmenter le crédit et la dette. Mais justement, ça veut dire qu'entre maintenant et 2020, il faut absolument qu'il arrive à achever son soft landing. Et on voit que le soft landing, il a commencé depuis déjà 24 mois en Chine, mais il est en train de s'accroître. Je dirais, il est en train de lever complètement le pied de l'accélérateur en termes de stimulus pour laisser justement quelques bulles, y compris la bulle immobilière s'il le faut, exploser. Et donc en 2018-2019, on peut s'attendre à un ralentissement qui est tout à fait normal en fait en Chine. Mais pardon, mais une bulle immobilière qui explose en Chine, ça n'a pas de conséquences Si, ça a des conséquences. Alors d'abord, les bulles, en fait, les Européens ou les Américains ne regardent pas le détail de ce qui se passe, ils regardent de manière macroéconomique, mais vous avez de manière régulière des sociétés qui s'effondrent, des secteurs qui s'effondrent en Chine. Vous avez des séries de boom et de bust. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il n'y a pas de crise systémique qui touche l'ensemble du pays, mais sur l'immobilier, il y a eu déjà des corrections de 30 ou 40% en Chine. Donc ils sont capables de laisser des pans entiers du marché exploser, et je pense qu'ils le feront d'ici 2019 pour justement préparer la prochaine décennie, préparer le nouveau plan décennal de ces autorités politiques chinoises. La Chine peut vraiment améliorer son modèle économique, moins d'exportation, plus de services domestiques, plus vertueuse écologiquement? Je suis assez sceptique sur le long terme, sur la capacité pour le coup des autorités centrales à faire cela. Je crois que les Chinois sont très forts pour tout ce qui est l'investissement industriel. En réalité, le président Xi a un nouveau plan d'ailleurs de développement industriel qui s'appelle l'OBOR, qui justement doit être relancé en 2020. Donc il attend de voir si l'économie arrive à contrôler, je dirais, les bulles et les effets spéculatifs pour relancer cela. Je pense que les autorités centrales, elles sont très fortes pour encore une fois développer l'industrie, l'investissement, forcer le modèle chinois à être plus tourné sur la consommation interne ou sur la finance verte, je n'y crois pas. Bon, ok, on en reparlera d'ici là, vous reviendrez. Merci à vous, Sébastien Lay, donc chercheur associé à l'Institut Thomas More. Donc la Chine, on le dit depuis longtemps, mais colosse au pied d'argile. Mais point d'interrogation. Ouais, mais en même temps, encore une fois, prise de conscience par les dirigeants d'un modèle qui est à revoir. Voilà. Merci à vous. Merci.